Jean-Pierre Petit, UFO Science, où en sommes-nous? On avait commencé par créer l'association et on s'est intéressé à ces petits objets qui sont des bonnettes qui permettent par diffraction d'obtenir des spectres. Tout ça, ça coûtait pas très cher. Et puis, l'intérêt des lecteurs, l'intérêt des adhérents a permis de développer des recherches à plus grande échelle. En particulier, nous avons pu monter un laboratoire. Il n'est pas très grand, il fait 9 mètres carrés, mais il y a tout ce qu'il faut. Et ça nous permet de faire des analyses de traces au sol, de traces biologiques. Et on peut dire aujourd'hui maintenant que nous avons reconstitué complètement la méthode analytique qui avait été développée par Michel Bougnasse en 1981 suite à l'atterrissage de Aix-en-Provence. Ensuite, nous avons des expériences de MHD en basse densité qui sont en cours de montage. Et une enquête a été faite sur mon site par un professionnel qui nous a offert gracieusement ses services. Si vous allez sur mon site internet, vous verrez, il y a 1450 messages d'encouragement. Il y a 3700 connexions par jour. Et surtout, il évalue la clientèle de ce site à 40 à 60 000 personnes. Je ne sais pas si c'est trop ou pas assez, mais certainement ça dépasse 10-20 000 personnes. Donc, il y a beaucoup de messages qui disent « Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui sont derrière vous ». Et puis, il y a aussi que cette personne qui a mis à notre disposition ce local de 9 mètres carrés pour installer ce laboratoire de biologie, il n'est pas très grand d'ailleurs, parce que quand on est 2 dedans, on peut pas être à 3. Hein. Bien, il a été très satisfait par tout ce qui s'est passé. Il a dit, bon, bah écoutez, moi je mets à votre disposition des locaux beaucoup plus importants, sur ma propriété, pour que vous puissiez développer un laboratoire. Bon, ici, vous avez Jean-Christophe Doré, qui est un de nos adhérents, qui a fait un petit montage avec un réseau de diffraction. Vous voyez, le réseau de diffraction, ça ressemble à une petite diapositive. Quand on achète ça, en gros, ça vaut 20 centimes d'euros. Hein. Et il a monté un système avec des pierceurs qu'il a été récupéré sur une vieille disquette 3 pouces. Hein. Et alors, avec ça, ben, ici, j'ai un téléphone portable avec son petit objectif. Bien, à ce moment-là, en mettant ceci dessus, je transforme mon téléphone portable avec appareil photographique en spectroscope. Et avec ça, j'ai une image de spectre. Alors ça, c'est une première solution, effectivement. On avait pensé que s'il y avait un industriel qui voulait fabriquer ce truc-là, ce serait pas mal. Mais en fait, il y a beaucoup plus simple. Et c'est là encore que, on pourrait dire, il y a un appel qui est lancé. Quand vous regardez ces téléphones portables, ils ont un objectif minuscule. Hein, et cet objectif minuscule, il peut facilement être couvert par un confetti qui est la taille d'une pièce de 10 centimes. Donc vous avez un petit bout de film réseau, plus 2 petits bouts de plastique, des adhésifs, et hop, on colle la pastille sur l'appareil et on transforme en spectroscope. Et je dirais que l'idéal, ce serait que vous puissiez avoir cette pastille au dos de votre appareil. Comme ça, vous l'oubliez complètement. Et le jour où vous êtes face à un truc de ce genre-là, il n'y a plus qu'à faire toc et à coller sur l'objectif et c'est prêt à fonctionner. Comme ça, vous n'êtes pas en train de chercher, chérie, où est-ce que j'ai mis l'autocollant dans la boîte à gants, etc. Il est au dos de votre appareil. Hein, voilà. Bon, mais disons que est-ce que vous imaginez le prix de revient, le prix que pourrait coûter ce genre de choses-là si c'était fabriqué à 150 000 exemplaires? C'est en plus un objet publicitaire. La maison Nokia ou n'importe quel fabricant de téléphone pourrait fabriquer ce truc-là. Donc ces machins d'1 centimètre de diamètre, on peut en avoir des bols entiers dans les magasins de téléphones portables. C'est même pas vendu. Les gens les prennent et ils les emmènent. Ils les collent ou ils les collent pas. Le jour où on aura des milliers de ces choses-là qui se promèneront, on aura un spectre. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de fabuleux, justement, d'une prise de spectre? Ce qui est intéressant, c'est que si quelqu'un se trouve dans la nature et qui fait un spectre d'OVNI, en analysant ce spectre, ça permettrait d'évacuer l'hypothèse d'un phénomène naturel. Il y a des gens qui essayent de réduire le phénomène OVNI à des phénomènes naturels. Le jour où on aura un spectre qui mettrait en évidence la présence d'une substance qui n'existe pas dans l'air, ce sera extrêmement intéressant. Là, vous avez une vidéo que beaucoup de gens ont vue, qui a été prise en Chine. Et on voit une espèce de grand engin en forme de soucoupe qui est au-dessus d'un immeuble. Et tout d'un coup, il y a une lueur et l'objet disparaît. Bon. Moi, ça me parle assez. Comme astrophysicien et comme cosmologiste, je pense que ça doit être physiquement, un jour on montrera que c'est physiquement faisable. Et la question c'est, lorsqu'il y a cette lueur est émise, quel est son spectre? Et au lieu d'avoir cette image bébête, où on a simplement une lumière, si on pouvait avoir un spectre, ça nous renseignerait énormément. Est-ce que ces machines-là, avant de se dématérialiser,
émettent un gaz. Par exemple, un engin discoïdal comme ça peut émettre autour de lui une ambiance gazeuse et ensuite charger les atomes de ce gaz en énergie de manière à pouvoir découper l'espace autour de lui. Bon, là, il y a des informations scientifiques fascinantes, quoi. Disons que c'est de l'Indiana Jones scientifique, hein. Bon, là, on est face au fantastique laboratoire de biologie et actuellement, la précision de dosage des pigments est inférieure à 30%. Hein. Donc, si un phénomène de l'ampleur de trans se produisait, on le capturerait sans aucun problème. Nous avons pris contact avec des biologistes qui ont d'autres disciplines, et il est certain que si un ovni se pose quelque part, il ne fait pas qu'altérer les luzernes, il va par exemple modifier les caractéristiques du sol. Donc il y a des gens qui sont spécialistes de ces choses-là, et qui peuvent analyser par carottage. On commence à entrevoir la palette des analyses biologiques qu'on peut faire sur notre sol. Et il n'y a pas que l'analyse des pigments, donc il y a l'analyse de la terre, il y a l'analyse du dessèchement, il y a des analyses qu'on peut mettre en évidence au microscope sur les stomates des feuilles, des choses comme ça. Nous avons des spécialistes de gens là. Voilà. Alors pour ce qui est de l'intervention sur les lieux, on a entièrement cerné le problème. Il est évident que en arrivant sur un site, il va falloir faire des prélèvements dans toutes les directions. À Trans-en-Provence, les gendarmes n'ont fait qu'en une seule direction parce qu'ils n'ont pas envie de se déchirer les bas de pantalon dans les buissons. Alors que là, il faut carrément planter un piquet central et puis aller prendre 8 directions différentes avec des distances et faire un repérage absolument complet en pointant les endroits avec des piquets de tente. Ensuite, ces échantillons, on les mettra dans des petits tubes en verre. Ces petits tubes en verre fixés sur des réglettes de polystyrène qui vont être placées à l'intérieur de carboglace, laquelle va être manipulée avec soin. Les enquêteurs vont pas aller là-bas les mains dans les poches, ils vont avoir des combinaisons, ils vont avoir des bottes. Disons que l'intervention sur un site de genre-là, elle doit être faite avec autant de précautions que doivent prendre des chirurgiens, parce que on ne sait pas sur quoi on va tomber, donc il ne s'agit pas d'amener avec ses semelles de chaussures des substances dont on pourrait trouver après la présence qui pourrait être révélée par les analyses, quoi. Donc prélèvement de ces objets avec une méthode bien définie, leur transport dans des glacières spéciales, dans du carboglace, dont on pourra vérifier la température, de façon que la chaîne du froid ne soit jamais interrompue. Et ensuite, en arrivant, nous avons le congélateur de laboratoire que nous avons acheté, qui nous permet de stocker ces échantillons, et après, de les analyser tranquillement et pouvoir faire toutes les analyses que nous voulons sur ce sujet-là. Donc là, tout ça, ça représente, qu'est-ce que je dirais, 4500 € au total et 6 mois de travail. Mais je veux dire que ça fait 30 ans que ça aurait dû être fait. Et là, je vais faire une petite parenthèse parce que je suis donc entouré par des 30, 32 ans, par des jeunes, quoi, hein, des garçons qui ont l'âge d'être mes fils, quoi. Et puis à un moment, je me suis dit si j'allais rechercher mes anciens collaborateurs de la MHD des années 60. Et là, j'ai retrouvé ces gens et ça a donné lieu à des coups de téléphone absolument inénarrables, puisque ça commençait en général par mon Dieu, mais je ne t'avais pas eu au téléphone depuis 40 ans. Ça fait vraiment penser au film de Clint Eastwood, Space Cowboy, quoi, vraiment. Et c'est vrai que dans notre équipe, il y a les 30 ans et les plus de 70. Moi, j'ai 71 ans, mais Georges en a 75 et ça se situe plutôt dans cette fourchette-là. Donc, on a là une somme de connaissances qui n'existe plus que chez ces gens-là. Et avec ça, on va remonter une soufflerie supersonique à Rafale, d'argon chaud. On va faire cette expérience qui avait été prévue d'être faite à Rouen dans les années 80 et qui a été complètement sabotée par l'armée en 1986. Aussi, il ne faudra pas vous étonner qu'à la porte de notre laboratoire, il soit écrit l'accès aux ingénieurs militaires, même en civil, n'est pas autorisé, quoi. C'est tout. On va fonctionner comme ça. Bon, on va donc remonter cette expérience où on fera disparaître une onde de choc en gaz chaud. Et puis quand on aura fait ça, on construira une deuxième soufflerie en gaz froid. À ce moment-là, on ionisera avec les hyperfréquences et on poursuivra cette recherche de simulation sur le vol hypersonique sans onde de choc.
Donc, actuellement, nous avons les connaissances scientifiques, nous avons les idées, nous avons les hommes, nous avons les locaux, mais il manque l'argent. Donc, pour financer tout ça, il y a eu évidemment les dons des gens, mais je veux dire que ça finit par plus être très agréable de tendre la sébile sans arrêt, quoi. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle OVNI et Science, les aventuriers de la recherche, et nous le vendons exclusivement par correspondance. Pourquoi ne l'avons-nous pas diffusé par un circuit éditorial classique? Parce que en vente directe, on gagne 10 fois plus que chez un éditeur. Et l'argent sera intégralement consacré aux recherches. Il n'y aura pas un centime qui rentre dans notre poche. Ce sera comme pour Savoir sans frontières. Savoir sans frontières, les gens ont donné 40 000 €. Ils savent qu'il n'y a pas un centime qui va dans la poche des gens qui s'en occupent. Là, ce sera pareil avec UFO Science. Vous savez par exemple que je vais participer à un colloque international de MHD à Vilnius au mois de septembre. Je vais me payer de ma poche le voyage et le séjour, mais il y a les frais d'inscription et de publication des 3 articles scientifiques. Ça représente 1 300 €. Bon, ben c'est l'association qui paiera. Et à ce moment-là, lorsque vous verrez après un compte rendu de ce colloque scientifique, eh bien il y aura le logo UFO Science à gauche, parce que le ministère de la Recherche n'a pas filé un centime, quoi. Ça c'est leur problème. S'ils veulent pas, bon ben on peut pas les forcer. Donc quand je me suis posé la question de ce que j'allais mettre dans ce livre, la première, c'était la contrainte du nombre de pages. Bon, c'est un truc qui fait 170 pages. C'est pas mal pour un bouquin de ce genre, format 14 cm par 20. Il y a quand même de la matière, il y a de quoi lire. C'est pas un petit livre de poche, quoi. Hein. Ensuite, il y a des notes de bas de page très abondantes qui renvoient vers des dossiers internet qui sont sur mon site ou sur le site d'UFO Science. Donc, par conséquent, pour les gens qui veulent en savoir plus, à chaque fois, ils seront jamais sur leur faim parce qu'ils pourront toujours être renvoyés vers des dossiers de plus en plus complexes. Mais ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est qu'il soit accessible au grand public. Bon, en principe, j'écris pas trop mal, ça sera assez passionnant, ça sera assez drôle, etc. Mais je ne veux pas qu'il y ait des lecteurs qui me disent « J'ai lu votre livre, à partir de la page 20, j'ai décroché ». Non, j'ai fait en sorte que ce bouquin puisse être lu par le maximum de personnes.